Le monstre invaincu Ilia Topuria a fait ce qu'il avait à faire chez les featherweight. Il quitte la division et laisse la ceinture vacante. Celle-ci sera disputée ce week-end en combat principal de l'UFC 314 qui opposera l'ancien champion dominant, le combattant très intelligent et expérimenté Alexander Volkanovski contre la flèche montante, le très divertissant Diego Lopez. Le game plan avec Brian Boulan, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sur Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Comme tu le sais, nous sommes soutenus depuis très longtemps par notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à eux que nous pouvons continuer à consacrer autant de temps pour produire notre contenu. Donc tout d'abord, merci à Unibet.fr. Si t'es un peu joueur, Unibet.fr est le site qui t'offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Pareil sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Avec notre lien en description, les copains d'Unibet.fr t'offrent un free bet allant jusqu'à 100 €. Très important, c'est interdit aux mineurs. Pourquoi? Parce que le jeu comporte des risques et peut être très dangereux. Alors oui, autant tu peux gagner 1000% de ta mise, autant et surtout tu peux perdre 100% de ton portefeuille. Donc inscris-toi uniquement, vraiment uniquement, si c'est pour jouer avec une approche ludique et responsable en mettant un budget que tu es prêt à perdre. Comme nous, vois le jeu comme une opportunité de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Brian, Lopez contre Volkanovski. L'enjeu en soi est déjà motivant pour le fan, la ceinture featherweight est en jeu. Au-delà de ça, qu'est-ce qui t'intrigue dans cette opposition? Je pense que des deux côtés ça m'intrigue. J'ai envie de voir un petit peu si Diego Lopez va continuer à progresser, continuer à évoluer, ou est-ce que je veux voir s'il a déjà atteint son plafond de verre, mais je ne pense pas. Et puis de l'autre côté, pour Volkanovski, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on a passé la grande époque Volkanovski, tout simplement? Est-ce que ces dernières défaites, elles ont tout un peu de contexte en soi, tu vois? Ouais. Et donc, on doit se poser cette question-là. Et en même temps, je regardais ces dernières victoires, elles ont tout un petit peu le même, pas le même fonctionnement, mais le même type d'adversaire, le même profil d'adversaire, tu vois? Donc là, non, ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, c'est un peu... c'est une chouette opposition dans le sens où, comme tu l'as souligné, pour moi, si Diego Lopez veut prendre la ceinture, il doit montrer une progression par rapport à ses derniers combats. Et si Volkanovski veut prendre la ceinture, il n'y a pas intérêt à ce qu'il soit en déclin. Il doit venir comme le Volkanovski de la grande époque. Et donc, les deux ont un peu ce challenge face à eux pour redevenir champion si c'est Volkanovski ou devenir champion si c'est Lopez. Et on va analyser ça juste après notre tale of the tape. L'ancien champion Alexander Volkanovski est le contender numéro 1 au classement Fight Minds et à l'UFC. Il possède un palmarès de 26 victoires en 30 combats professionnels avec 13 victoires pour 3 défaites à l'UFC. Il a remporté la moitié de ses combats par KO et 3 par soumission, soit 62% avant la limite. Diego Lopez est 3e au classement Fight Minds et au ranking UFC. Il a autant de victoires en carrière que Volkanovski et 6 défaites. Sous la bannière de l'UFC, il est à 5 victoires pour une seule défaite. 85% de ses victoires sont avant la limite avec 10 KO et 12 soumissions. On connaît maintenant tous la statistique de l'âge dans les combats pour le titre dans les petites divisions. On doit donc souligner que Volkanovski a 36 ans et Diego Lopez 30 ans. Lorsqu'on parle de Volkanovski, on doit également toujours noter son hip ratio. Il est petit pour la division avec 1,68 m qui est rattrapé par une impressionnante allonge d'1,82 m. Lopez sera plus grand et aura également un avantage d'allonge avec son 1,80 m et son hip ratio à plus 4 cm. Statistiquement, bien que Diego Lopez donne l'impression d'être plus agressif, c'est Volkanovski qui est le plus actif, 6,16 frappes à la minute contre 4,20 pour Lopez et 1,78 takedown par 15 minutes contre 0,5 pour Lopez. Ce dernier est plus actif dans la recherche de soumission avec une tentative par round, ce qui représente 14 fois plus que Volkanovski. Alexander Volkanovski réussissait sa 4e défense de titre en juillet 2022 en battant une 3e fois Max Holloway. Il tente ensuite de devenir double champ mais tombe court contre Islam Makhachev. Il redescend unifié avec brio son titre featherweight en finalisant Yair Rodriguez dans le 3e round avant de tenter une revanche en short notice contre Makhachev qui le met KO au premier round. Dans sa dernière sortie, il perd son titre contre Ilia Topuria en février de l'année passée. Diego Lopez est sur une série de 5 victoires depuis ses débuts impressionnants malgré la défaite face à Evloev. Il soumet Gavin Tucker en août 2023, éteint ensuite Sabatini, une victoire qui vieillit bien, puis éteint Youssouf à l'UFC 300. Il prendra ensuite 2 décisions face à Danny Gay, puis Brian Ortega en septembre dernier.
J'ai un peu triché, j'ai fait le vote dimanche au lieu de lundi. Donc on a 2600 votes, ça nous fait un plus gros échantillon. Ah oui. Mais à partir du 1000e vote jusqu'à maintenant, les stats n'ont pas bougé. On a 60% qui voient un end again avec un Volkanovski qui récupère son titre. 60-40, ouais. C'est assez équilibré. Donc Diego Lopez, on va le décrire de façon très macro, comme un featherweight assez imposant, qui a des frappes qui assomment debout et qui possède un grappling actif, opportuniste, de qualité, très difficile à gérer. C'est le genre de gars qui va gagner de son dos, qui peut gagner vraiment des rounds en étant sur son dos, tellement il est dans l'action. Il est plutôt généreux debout comme au sol et compétent. Donc, conclusion classique, c'est un piège pour n'importe qui, mais il a aussi les défauts de ses qualités. Il prend des risques sur lesquels il est possible de capitaliser. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant dans son jeu? Son jeu debout, moi j'aime plutôt bien. Donc droitier, comme tu l'as dit, il a un style plutôt anglaise, avec beaucoup d'esquives latérales, les slips, tu vois. Et puis tu l'as dit, sa puissance de frappe, elle est très très solide quand même. Il est capable d'assommer, je pense, n'importe qui dans la KT. Et de réveiller. Il y avait cette petite anecdote que sur Brian Ortega, il l'assomme sur une frappe et puis il le réveille avec la deuxième. Il peut assommer les vivants et réveiller les morts. C'est vraiment ça. Ouais, et puis alors sur ce combat, vu que tu en parles, moi j'ai trouvé que sportivement parlant, il reste extrêmement concentré malgré un petit peu l'euphorie du knockdown, tu vois. Il était tellement proche de gagner. Et pour autant, il a continué à coller le game plan et à se contenter, si on peut le dire, à se contenter d'une victoire à la décision, tu vois. Et en être très satisfait. Ce qui, faut s'imaginer, t'as 2 doigts de mettre un énorme KO, tu passes à côté et tu vois pas une once de frustration, même quand le combat est fini, tu vois. Ouais, et puis au 3e round, le volume qui augmente. Le volume qui augmente, la puissance de frappe qui est toujours présente. Donc pour moi, c'est des bons indicateurs. C'est des bons indicateurs dans sa mentalité. D'être là, de rester concentré, de faire le taf. Des choses qu'on pouvait un peu moins voir avant dans son intelligence de combat. Et donc c'est pour ça que ça fait partie des grosses intrigues de ce combat-là, de ce qui m'intéresse le plus. Pour moi, ça, c'est des indicateurs vraiment intéressants et ouais, je pense qu'il va continuer de progresser. Enfin, j'ai vraiment cette impression-là. Ouais, il y a vraiment eu ce truc où, sur ses 3-4 premiers combats à l'UFC, il était vraiment dans le divertissement et ça a très bien fonctionné pour lui avec pas mal de finishes rapides, même contre des gars solides. Youssouf, on s'attendait pas spécialement à ce que ça aille aussi vite et à ce qu'il le finalise debout, qui plus est. Et effectivement, les 2 derniers combats, on a vu un visage peut-être un peu plus mesuré du côté de Diego Lopez, qui savait accélérer sur certains bons moments. Et donc, c'est un bon indicateur pour la suite parce qu'on en a déjà parlé, ceux qui sont juste dans le divertissement, il y a une limite et en général, la limite, c'est vers le top 5, pour ceux qui sont très très forts en tout cas. Et donc, être capable d'aller gagner des décisions, ça prouve aussi cette faculté et cette volonté surtout à aller prendre une victoire moins divertissante, même si elles étaient quand même agréables à regarder. Ah ouais, on est vraiment sur du profil, tu vois, comme Justin Gaethje. Une fois qu'il a fait sa transition du spectacle au sportif, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, je pense qu'on a un petit peu ça. Et puis même sur son combat contre Danny Gay, c'était vraiment un last minute comme ça. Il est resté concentré parce que ça reste des combats pièges, quoi. Ah oui, c'est 4 heures de préavis, c'est le record. Peut-être avec Anderson Silva contre Daniel Cormier à l'UFC 200. Alors là, je ne saurais te dire. Ok, pour Diego Lopez, on est bon. L'ancien champion Alexander Volkanovski, on l'a déjà beaucoup décrit, il est complet, intelligent. Il se trouve sur une fine ligne entre mesuré et engagé. Il envoie énormément d'informations visuelles. S'il n'est pas en train d'attaquer, il va feinter, il va bouger comme une vraie pile électrique. Et pendant tout ça, il essaye de lire les réactions pour pouvoir profiter des ouvertures qu'il peut créer. Il a un solide grappling défensif. Je pense que c'est important de le notifier ici. Il est extrêmement difficile à soumettre. Son ground and pound, quand il prend la position de contrôle, est assez violent. Et alors, surtout, il vient toujours bien préparé avec une bonne stratégie. On en avait parlé, même contre Ilia Topuria, quand tu regardes sa défaite, son premier round, il fait ce qu'il faut en soi. Tu vois, sur papier, si tu dois aborder le combat
contre Ilia Topuria en tant que Alex Volkanovski. Ce qui se passe dans le premier round, c'est exactement ce qu'il devait faire selon moi. Après, tu l'as toujours dit, gagner un round pour perdre par KO au deuxième, ça n'a pas une grande valeur, mais pour moi, ça prouvait quand même une bonne préparation. Voilà, oui. c'est que ça. Oui, il y a des indicateurs, clairement, même dans ces défaites, qui vient très bien préparé avec un game plan. Hein. C'est ça. Que ça passe ou que ça passe pas, tu le vois, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Bah, en fait, il a toujours été difficile à battre. Hein. La première fois contre Islam, c'était pas si simple que ça pour Islam. Bon, la deuxième fois, il y a tout le contexte qui va autour, et là, on va plutôt mettre le crédit sur la performance de Islam. Et pour Topuria, ouais, il va chercher son KO, mais le premier round, à la fin du premier round, je pense que si tu posais la question aux fans qui regardaient, tu disais, ah ouais, c'est bien parti pour Volkanovski. Qu'est-ce que j'ai manqué comme force et comme faiblesse? Force-faiblesse, on doit quand même bien préciser qu'il est petit pour la catégorie, qu'il a une très très bonne allonge. Je pense que c'est important de spécifier qu'il a un bon jab, des bons low kicks, des bons calf kicks, qu'il switch aussi, qu'il peut changer de garde, avancer. Et dans les faiblesses, moi ce que j'en ai noté 2, c'est qu'il peut accepter de se faire mettre sous pression. Ouais, tout à fait. Et il peut aussi accepter d'échanger dans la poche à des moments qui ne sont pas forcément les bienvenus. Et je pense que les moments ne seront pas très bienvenus sur son prochain combat s'il décide de refaire la même chose. Donc ça a pu payer sur certains combats. Mais on a vu que contre le premier combat contre Islam, il se prend un knockdown parce que il shift, il avance pour boxer, il se retrouve dans la poche, il veut échanger et il se prend un coup dans l'échange. Et la même chose contre Topuria, sauf que Topuria, c'est pas un knockdown, c'était un KO. Mais il recule, il se retrouve acculé à la gare, à la cage. Et plutôt que, je sais pas moi, accrocher, descendre, shooter, quoi que ce soit, se mettre dans une vraie garde, il a voulu échanger. Et il en a payé le prix, tu vois. Ouais. Donc ça reste pour moi un point négatif qu'il faut notifier, surtout pour le combat qui vient. C'est pas un point négatif que je noterais pour, je sais pas moi, s'il devait affronter un gars comme qu'il a déjà affronté, mais comme Yair Rodriguez, tu vois. Voilà. En tout cas, il veut échanger dans la poche et il peut se faire toucher dans la poche. Ouais, en fait, c'est pas mal parce que les deux faiblesses que tu notes, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, Islam Makhachev, il se fait mettre KO quand il est mis sous pression. Topuria aussi, il y a les deux erreurs. Hein. Il se laisse mettre sous pression et en plus de ça, il essaye d'échanger dans la poche. Et le knockdown qu'il prend contre Brian Ortega aussi dans le 4e round, c'est ça. Hein, c'est un peu trop à l'aise dans la poche. Il se fait surprendre et puis il se retrouve au sol. Facteur X, pour une fois, j'en ai trouvé quelques-uns. Donc, le premier, c'est la différence d'expérience à haut niveau et surtout le nombre de combats en 5 rounds d'un côté et de l'autre. Les 9 derniers combats de Volkanovski étaient prévus en 5 rounds. 6 d'entre eux sont arrivés au moins au 4e round. Diego Lopes, ce sera son premier 5 rounds depuis 2021. Alors, il a quand même connu 5 combats qui étaient prévus sur 5 rounds entre 2017 et 2021. Seulement un qui passe le 3e round et 3 d'entre eux qui finissent au premier. Donc voilà, un combat qui dure ici entre Volkanovski et Diego Lopes. On sera clairement dans une dynamique où Volkanovski est plus habitué et surtout récemment plus habitué. Ouais. Oui. Je pense que c'est important de le notifier. Ouais, alors, on l'a dit, hein, les 2 derniers combats de Lopes, ça dure les 15 minutes et un Lopes qui ralentit pas spécialement dans le 3e round, voire même contre Ortega avec un volume qui augmente et une compétence défensive toujours présente. Cela n'empêche que on sera peut-être pas sur le même rythme contre Ortega. Diego Lopes avait complètement la main mise sur le rythme et on l'a toujours dit. Quand tu gères le combat, quand tu gères le rythme du combat, tu dépenses moins d'énergie de manière générale. Deuxième facteur X, et je vais même dire 2e et 3e que je vais mettre ensemble, c'est le menton et le mental de Volkanovski. Il a pris 2 méchants KO récemment, donc il y a toujours il n'y a aucune étude scientifique là-dessus, mais voilà, on a un peu ce ressenti que quand tu te fais mettre KO plusieurs fois et surtout plusieurs fois d'affilée, tu deviens de plus en plus sujet au KO. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre point, il s'est déjà ouvert plusieurs fois publiquement sur un état dépressif. Alors moi, je trouve ça très bien qu'il donne de la lumière sur l'anxiété et pire pour les athlètes de haut niveau. Hein. C'est connu qu'il y en a beaucoup qui subissent ça. Mais de l'autre côté, ça amène automatiquement un facteur X. On ne sait pas trop son état d'esprit ces jours-ci.
Ouais, bah, je pense que c'est important. Tu vois, j'y pensais là ce matin. Je suis parti vite chercher du café. Et sur le retour, j'étais en train de me dire, tu reviens de 2 gros KO, quoi, mais forcément, ça va jouer dans ta manière de combat. Tu vas peut-être un peu être moins engagé dans l'échange. Alors, d'un côté, je me disais que ça pouvait être un avantage parce que je pense que sur ce combat, Volkanovski va devoir être. Euh, je pense que s'il veut gagner, ça va pas être un combat très chouette à regarder. Je pense Ouais. qu'il va devoir toucher, sortir, se déplacer, toucher, Ouais. prendre ses rounds, frustré. Et donc, la crainte de se faire mettre KO lui évitera peut-être de rentrer dans la boîte, tu vois. Donc, ça peut être un avantage d'un côté, mais Mhm. de l'autre, ouais, combattre avec cette inquiétude-là, c'est pas le meilleur choix non plus, tu vois. Ouais. Donc, ça peut être vraiment un double tranchant. Pour moi, c'est une vraie épée de Damoclès. Ah ben ouais, je suis assez d'accord. On a déjà parlé entre la confiance et la peur. L'un peut être ton meilleur ami comme ton meilleur Mhm. ennemi, et l'inverse est vrai aussi. Ça dépend Mhm. à comment tu gères tout ça. Et donc là, il doit avoir le bon degré de peur pour ne pas prendre de risques démesurés. Par contre, Ouais, l'excès de peur, ça risque on dit hein, toujours freeze, fight or ouais. freeze, fight or flight or freeze, ouais, c'est un des trois. Euh, mais donc, si tu freezes dans un combat, ben, c'est pas très bon pour toi. Et pareil, hein, s'il a trop confiance, ben, c'est là où tu deviens laxiste et tu te fais toucher. Et Mhm. si tu as juste le bon degré de confiance, c'est là où tu fais les bons choix au bon moment. Et effectivement, contre Diego Lopez, on l'a décrit comme ça, c'est un opportuniste. Il est autant dangereux au sol que debout. Et si t'es pas assez concentré, ben, il suffit d'une fois pour qu'il te connecte et il te finalise derrière au sol, que ce soit avec du grand and pound ou une soumission. Donc je pense effectivement que c'est un facteur X intéressant à soulever. J'aime bien le fait que tu dises que ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, ça dépend de comment il gère un peu ce Mhm. retour. Et en plus, ça nous amène un peu à la partie game plan, donc ça c'est vraiment parfait. On va se mettre dans le camp de Diego Lopez. J'ai commencé par une question pour toi. Est-ce qu'on pense pouvoir gagner une décision en sachant que uniquement Islam Makhachev a gagné à la décision contre Volkanovski, en sachant que c'est dans la division du dessus et c'est Islam Makhachev et c'était pas sans difficulté. Ou bien on doit partir du principe que les chances de victoire sont plutôt sur un finish dans les premières reprises pour Diego Lopez. Ah non, moi je pense qu'il est capable de gagner la décision, Ok. hein. Ouais, c'est pareil, si je te dis quelle est la probabilité, si ça va à la décision, quelle est la probabilité qu'il gagne, tu vas pas me dire 100% que c'est Volkanovski, tu vas me dire un 60-40, Un peu un plus, moi 80-20, un 70-30, non? Ouais, ouais, c'est ça. Je me positionnerais plus. Tu vois, si tu me dis à l'avance, genre, si le combat a lieu, que je l'ai pas vu, et quelqu'un m'appelle en disant, c'est allé à la décision, qui gagne? Bah, tu vois, le 60-40 que je pense sur l'ensemble du combat va se transformer genre en 75-25 pour Volkanovski. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Voilà, je vois. Si ça va à la décision, je vois. Et encore une fois, c'est cette question de minutes contre moment. C'est le genre de combat où je vois plutôt Volkanovski remporter les minutes et Mhm. Diego Lopez va avoir des moments. Et c'est vraiment possible d'avoir beaucoup de moments contre Volkanovski. Tu regardes les victoires de Volkanovski, il y a pas mal de combattants qui ont eu leurs moments. Max Holloway dans le premier round contre du deuxième combat avec un quasi knockdown, là, le high kick. On en a parlé, Brian Ortega dans le quatrième round, même à la fin du cinquième round, Brian Mhm. Ortega. Donc il y a vraiment moyen de prendre beaucoup de moments contre Volkanovski, donc ça peut contrebalancer. Mais voilà, de manière générale, autant avant que le combat ait lieu, je grille un peu la mèche, je suis plus sur un 60-40 Volkanovski. Autant si tu m'appelles, tu dis c'est aller à la décision, j'ai directement me positionner sur un 75-25 Volkanovski. Mhm. Ok, ok. Ouais, ouais. Mais écoute, non, moi je pense que avec un 10% de plus de progression de Diego Lopez, je peux le voir. Alors, moi personnellement, je vois plus prendre une victoire par KO, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Mais je pourrais très bien le voir, ouais, le 2-3-4, prendre le 2-3-4, tu vois, ou le 2-3-5, tu vois. Mhm. Un combat serré, certes, mais où l'intensité, la mise sous pression serait mieux scorée que des low kicks et des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu pas la critique, mais les deux premiers combats contre Max Holloway, c'était très serré, très compétitif. Et ça s'est un peu joué là-dessus. C'est sur le volume de petits low kicks qui ont touché, Ouais, notamment bah au moi, premier combat. Ouais. moi, personnellement, j'avais pas scoré. Je voyais pas Volka prendre les rounds, tu vois, sur les jugements.
j'avais mis un peu plus de valeur sur les frappes debout à la tête. Alors, c'est peut-être pas le bon choix en soi, mais Ouais, voilà, après, on ouais. pourrait. La réalité, c'est que c'était très compétitif. Et donc, Ouais. si tu reportes un peu ça en te disant, OK, Volkanovski va un peu aborder ça de la même manière, Hmm. il en faudra peu pour Diego Lopez. Il Ouais. faudra peu de frappes parce que je pense que Diego Lopez frappe plus fort que Max Holloway aussi. Ouais, c'est subjectif, hein, donc on Hmm. l'a vu le week-end dernier là, avec Valentin, Ouais. c'est subjectif, hein. Donc il y avait un bon commentaire qui disait comme ça, il y a quelques commentaires qui voyaient aussi le Suisse l'emporter en suivant les règles sur l'aspect impactant et non pas l'aspect contrôle, tu vois. Bon, on pourrait avoir ça aussi, donc je serais pas étonné de voir une décision, quoi, tu vois, Ouais. Ah non, de voir une Diego décision, Lopez. je serais pas surpris non plus. Mais c'est clair qu'en termes de pourcentage, oui, je te rejoins à 100% que Volka a plus d'expérience et a un jeu qui lui permettrait plus facilement de gagner la décision. Et quels seraient les gros axes stratégiques pour Diego Lopez de manière plus générale? Si je t'écoute bien entre les lignes, bah, il y aura mettre la pression, Ouais, essayer de mettre Volkanovski sur le pied arrière, probablement chercher le boxing range aussi. exactement. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, c'est le mettre sous pression, chercher l'anglaise, glisser sous ses frappes, attendre que ça se rapproche dans la boîte pour pouvoir chercher le coup dur, connecter. Je pense qu'il est capable de le faire. Euh, Sanctionner si Volkanovski passe en gaucher, je pense que Diego Lopez, si je dis pas de bêtises, il a un bon high kick du droit en garde ouverte. Mhm. Je pense qu'il peut bien toucher. Enfin voilà, être assez surprenant, mais en restant plutôt debout. Donc, Il a un bel uppercut aussi, non? Je pense que ça peut être une arme qui est intéressante dans ce combat. peut-être. Il est pas mal de profils, hein, Volkanovski. Les uppercuts sur des gars qui sont vraiment de profil, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hmm. Pour moi, c'est plutôt tout ce qui va arriver, ces crochets assez courts, ce genre de choses. Je vois Hmm. plutôt utiliser ça. Et puis voilà, non, je vois plutôt ça. Je pense pas qu'ils doivent chercher à lutter, ni à grappler, ni quoi que ce soit. Alors, la guillotine, effectivement, elle n'est pas passée, il est résistant, mais il a quand même une grosse tête, Volkanovski, tu vois. Et Grossette veut dire beaucoup d'efforts pour sortir d'une guillotine. ouais, et c'était pas loin quand même, la guillotine qui s'est pris Ah ouais, contre Ortega. ouais, contre La Ortega. guillotine et le triangle, c'est... Non, donc faudrait pas être surpris à un moment que ça passe, tu vois. Ouais. Que Oui, non, ça... non, c'est pas parce qu'il est difficile à soumettre et que Ortega n'y est pas parvenu que c'est impossible. Il y a déjà eu beaucoup de cas comme ça où t'as un gros grappleur qui tente des soumissions sur un gars, ça passe pas, et puis 2-3 combats après, t'as un grappleur moyen qui passe sa soumission sur exactement le même gars. Donc, ouais, les maths en MMA, ça fonctionne. Non, donc peut-être pas ne pas sauter des guillotines, mais pas non plus vouloir se dire ah non, je vais pas chercher la soumission. Ouais, Parce que de l'autre côté, on aura aussi quelqu'un qui sera assez confiant de pouvoir sortir de soumission, assez résistant, et puis avec cette confiance, tu vois, tu défends un tout petit peu trop tard une soumission et c'est foutu, quoi. ouais, C'est exact. foutu, donc voilà, donc moi je pense que Diego Lopez doit vraiment garder ces deux axes-là, mettre la pression, chercher le boxing range comme tu l'as dit, punir sur ses jabs ou sur ses entrées où il va shifter, il va arriver proche. Et pour moi, un de ses problèmes, Volkanovski, c'est quand il arrive dans la boîte, il n'a pas forcément il va pas sortir avec, je sais pas moi, un roll under, un déplacement de tête, ou s'accrocher, ou finir la combinaison de boxe, tu vois, avec Ouais. une sortie ou une accroche. Et c'est souvent là où il se fait toucher, tu vois. Ouais. Si tu regardes sur Volkanovski contre Topuria, vous regardez Topuria, il va combiner, il va avoir un roll under en dessous, il va frapper, il va bouger, il va avoir il va se baisser un duck under ou des choses de ce type-là qui permettent de finaliser et d'éviter de bouger sa cible en fin de combinaison. Ouais, voilà, la frappe qui devrait arriver en retour, quoi. Ouais. Parce qu'il y a toujours un retour de flamme à un moment donné, donc. Ouais, c'est d'ailleurs comme ça qu'il se fait salement connecter contre Islam Makhachev. Il fait sa combinaison en shift et puis il reste là. Exactement. Ouais. Et c'est pas la seule fois où il le fait. Là, en regardant ses combats ce matin, beaucoup de fois où il shift, et il arrive et sa combinaison, il la termine, mais elle n'est pas terminée à mon sens parce qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de clinch. Comme tu dis, il finit comme Stu Pad, 1, 2, 3, 4, 5, et puis t'attends qu'il remette les pads, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que là, il remet pas les pads, il remet une droite. Tu passes en dessous, ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, donc moi, ça serait vraiment la stratégie,
Et voilà, pas lutter, prendre une soumission si elle s'ouvre, comme il a été capable de le faire. Voilà. Ouais, et pour Volkanovski, est-ce qu'on anticipe un peu un côté agressif du côté de Lopez? Moi, j'avais noté que le point de base pour Volkanovski, c'est vraiment s'assurer de prendre 3 des 5 rounds au cas où il n'y a pas d'opportunité de finalisation qui se présente. Comme je le dis, je pense que sa plus grande voie vers la victoire pour Volkanovski, c'est jouer sur son expérience du 4 et 5. Donc Ouais. peut-être dans la fatigue avoir une opportunité pour finaliser au 4 et 5, mais certainement prendre 3 rounds sur les 5, ça c'est clairement. Je sais que Volkanovski, il commence très bien ses combats en général, donc le premier round, très généralement, il va le. Quoique je dis ça, et en le disant, je me dis, il se fait éteindre par Makhachev au premier round, et il perd le premier round du deuxième et troisième combat contre Max Holloway, je pense. Peut-être pas du troisième, mais du deuxième certainement. Donc ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il doit se concentrer sur se garantir 3 rounds aux yeux des juges, ça. C'est assez sûr. Si on regarde sur les profils un peu similaires qu'il a affrontés, je pense que le plus similaire, me dites pas ce que j'ai pas dit, mais c'est Topuria, tu vois, de l'anglaise, de la pression, capable de glisser sous les frappes. Et ce qu'il a fait au premier round, Volkanovski, il l'a pris son premier round, tu vois. Ouais. Et l'autre profil auquel on pourrait un tout petit peu comparer, c'est Ortega sur le contexte pick your poison, tu vois, c'est choisis ton poison. Quand tu es contre Ortega, il va être capable de te faire du mal debout, il va être capable d'être très dangereux au sol. Sauf que là, on a quelqu'un en Diego Lopez qui est bien enfin, il l'a prouvé évidemment. Ils se sont affrontés il y a pas longtemps. Bien supérieur en anglaise. Ah ouais, bien supérieur debout. Ouais. Bon, on le savait un petit peu déjà avant qu'ils s'affrontent quand même. Hein, ouais, bien sûr. Enfin, l'anglaise de Brian Ortega, elle n'a pas évolué. Hein. Non, elle avait juste évolué après sa défaite contre Holloway, où il a pris 1 an avant de revenir contre Korean Zombie. Et là, tu t'es dit, tiens, il a bossé. Et puis au final, ça s'est un peu dispersé. Non, alors pour moi, sur Volkanovski, il doit utiliser son jab. Il a un très bon jab, il a une belle allonge, les déplacements, utiliser ses kicks, être capable de pouvoir saper les fondations de la boxe de Diego Lopez. Donc c'est ses jambes. Je pense que ce premier round va devoir ressembler à ça, ouais. À toucher sans être touché, kicker, repartir, toucher, frustrer, pousser un petit peu Diego Lopez à surengager, ne pas échanger quand il se rapproche trop, mais par contre je le verrais bien clincher, prendre un body lock, tu vois, un body lock, mettre au sol. Le gros intérêt du body lock, c'est que tu es loin de la guillotine, c'est que tu es loin des triangles, et que c'est directement, tu es dans une position où tu peux prendre une demi-garde et après frapper, tu vois, ou obliger un Diego Lopez à vouloir recomposer ou se relever. Et c'est énergivore. Donc ça, pour moi, ça peut être vraiment intéressant pour lui. Voilà, frustré, toucher, mettre au sol, fatigué, et faire avancer les rounds. Et comme tu l'as dit, je vois ça à peu près aussi. Je pense que Volkanovski est capable de finaliser dans le 4 ou 5 avec une première frappe qui touche et puis un grand end pound comme il avait fait avec Yair Rodriguez, tu vois. Ouais, écoute, j'aime bien que tu parles de ça parce que moi aussi j'avais mis le sol dans le chemin stratégique à prendre. Je sais que les gens vont dire, non, Diego Lopez c'est incroyable le sol, mais de un, j'ai l'impression que comme beaucoup de grappleurs qui sont très forts sur leur dos, il met pas beaucoup d'énergie sur sa lutte défensive, ce qui fait que c'est pas énergivore de l'amener au sol. Et comme tu l'as souligné, il y a pas mal de stratagèmes qui peuvent être mis en place pour jouer sur du anti-grappling et justement faire en sorte que ce soit Diego Lopez qui utilise beaucoup d'énergie parce qu'il utilise beaucoup d'énergie quand il est sur son dos et toi être un peu en mode anti-grappling où tu vas pas utiliser beaucoup d'énergie mais tu vas avoir un petit schéma offensif qui te permet de prendre ce genre de minutes. Ça permet aussi d'un peu varier ton jeu, te rendre un peu plus difficile à lire debout. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avantages pour Volkanovski à de temps en temps mettre au sol, pas avoir une stratégie uniquement axée sur la lutte, mais voilà, venir prendre une minute ici, une minute là, grâce à ça. Ah ouais, je pense, sincèrement. Là, j'ai présenté une stratégie possible avec le body lock pour éviter, face à des bons grappleurs, de se faire surprendre. Mais je pense que ça doit faire partie, entre guillemets, de sa stratégie. Ça ne doit pas être son chemin numéro 1, de se dire je vais le mettre au sol, je vais le battre comme ça ou quoi que ce soit. Non. Il doit frustrer. Ouais. Quand ça avance de trop, quand Diego Lopez va vouloir quand même le toucher, tu vois, il va vouloir avancer. T'as un gars qui va bouger partout. C'est là où il doit exploiter, mettre au sol et ça va participer à la frustration, tu vois. De fait. Et puis, tu as ce côté un peu volume qui sera du côté de Volkanovski normalement. Et
Et oui, ouais. Percussion des frappes, impact des frappes qui sera du côté de Diego Lopez. On doit partir de ce principe-là. Et je suis d'accord que sur les mises au sol, comme tu l'as dit, il y a des stratégies pour ne pas se retrouver dans la garde où on a vu un Diego Lopez qui était bon, ou de prendre une single leg avec la tête à l'extérieur, comme l'avait fait, je ne me rappelle plus son nom, mais un des adversaires de Diego Lopez, celui qui s'est pris un triangle à la volée. Là. Evloev? Ah non, tu parles d'il y a longtemps. Non, Yavin Tucker. Ah, Tucker, oui, En Tucker. 2023, il s'est pris un triangle à la volée sur une single leg, tu vois. Et voilà, c'est le genre de choses que tu évites. Mais sur une single leg, si tu viens prendre la single leg, tu vas au genou, tu remontes au genou comme ce qu'il est capable de faire, Volkanovski. On l'a déjà vu prendre des single legs où il va monter et faucher avec sa jambe arrière, par exemple. Ce genre de choses, être relativement loin des soumissions. Un peu moins des frappes sur la transition, mais je pense qu'il est capable de le faire, tu vois. Ouais, je sais pas s'il bosse encore avec Craig Jones, mais en tout cas, l'avoir dans sa préparation, ça peut aussi aider justement à mettre en place ce genre de stratégie. Ouais, ah oui, clairement. De loin. Parfait. Avant de passer au prono, on vous rappelle que nous sommes ambassadeurs Nutrimuscle et que sur le mois d'avril, notre code promo NMA_FM5 passe à 15%. C'est plus facile. Le lien en description applique automatiquement la réduction. Profitez-en si vous avez besoin de bons compléments alimentaires. Ok, passons au pronostic. Alors, selon notre sponsor unibet.fr, Alexander Volkanovski est à 1,64, Diego Lopez est à 2,15. Cela nous donne une cote entre 55-45 et 60-40 à l'avantage de l'ancien champion. Est-ce que tu t'alignes là-dessus? Est-ce que je m'aligne là-dessus? Ouais, c'est compliqué. Si on m'avait appelé, je suis pas sûr que j'aurais donné cette cote-là. Tu aurais inversé? Ou plus proche du 50-50 ou plus écarté? J'aurais inversé. Inversé, ok. Mais par contre, j'aurais misé sur Diego Lopez. Non, la cote, elle m'intéresse pas trop. Enfin, elle m'intéresse pas trop dans le sens où je la trouve justifiée. Je la trouve relativement justifiée parce qu'effectivement, je pense que Diego Lopez a ses chances quand même. Hein. Je pense sincèrement qu'il a ses chances, tu vois. Mais c'est vrai que ouais. Mais j'aurais préféré dire ça et que Volkanovski soit favori, c'est pour ça. Ah. Non, je pense que Volkanovski aurait dû être légèrement favori. Ouais, bah écoute, c'était le cas au début. Ça a ouvert plus serré que ça. Ça a ouvert genre à 52-48. Et l'argent est rentré sur Volkanovski depuis l'ouverture des cotes. Attends. Donc Volkanovski a toujours été favori, mais moins que ça. Il était à 52-48. Ah, c'est Volkanovski qui est favori? Oui, c'est Volkanovski qui est favori. Je croyais que c'était l'inverse, excuse-moi. Non. Volkanovski à 1,64, Diego Lopez est à 2,15. Donc on est entre 55-45 et 60-40 à l'avantage de l'ancien champion. Donc je suis pour. Alors je vais mettre sur Diego Lopez. Ah, ok, comme ça. Oui, il me semblait bien parce que je croyais que tu avais fait un lapsus à un moment et je me dis, ouais, c'est. Non, je pensais, excuse-moi, autant pour moi. Je pensais que c'était Diego Lopez qui était favori. Non, moi donc les cotes t'auraient donné l'inverse. Donc en fait, t'es d'accord avec les cotes. Je suis d'accord avec les cotes, mais par contre, je vois, moi, dans le fond de mon. Je pense que Diego Lopez a vraiment ses chances. Cool. Voilà. Cool. Bon, tu sais, hein, j'ai déjà sécurisé 3 unités moi sur Alexander Volkanovski. Ouais, mais c'est à cause de ça en fait. Comme j'ai vu que tu sécurisais vite, je me suis dit, c'est parce que. C'est parce qu'il est underdog, d'accord. C'est parce qu'il est underdog. Ah, ok. Non, moi je pense qu'il est sécurisé parce qu'il était underdog et que tu voulais faire une affaire, tu vois. Non, mais en fait, je voyais la direction des cotes. Et puis hier, pendant mon analyse, j'étais vraiment là, je fais, ok, skill pour skill, je trouve que Volkanovski a vraiment ses chemins de victoire et devrait l'emporter, tu vois. Si on a vraiment la bonne version de Volkanovski et pas une version trop améliorée de Diego Lopez, j'ai assez confiance en la victoire de Volkanovski. Donc, ouais, j'ai déjà mis mes unités dessus, comme ça vous savez pour jeudi. Ce sera reconfirmé dans l'épisode de jeudi. T'as mis combien? J'ai mis 3 unités, ouais. Assez haut degré de confiance quand même. Ouais. Je vois clairement les dangers que représente Diego Lopez. Hein. Me prenez pas non plus pour un fou. Tu as bien établi les chemins de victoire pour Diego Lopez. Je reste quand même confiant sur la victoire de Volkanovski. Alors, mon prono, je vois Diego Lopez l'emporter par KO TKO. Ça, c'est mon prono. Ouais. Ok. Ma préférence,
Ah ouais, on y arrive, c'est bien ça. Ma préférence, je voudrais Volkanovski l'emporter pour le storytelling. Ok. Donc, sur l'aspect storytelling, je préfère avoir un Volkanovski qui a quand même été très généreux avec le public, très généreux avec l'UFC Ouais, c'est vrai. dans ses derniers combats. Il revient, on a toutes les inquiétudes, tout le discours sur son déclin et tout, qu'il puisse l'emporter. Même s'il est favori, ça me plairait grandement. Et je pense qu'après, de toute façon, sur le plan sportif, par contre, ça m'intéresse pas trop. Mais en fait, pour moi, la suite pour l'un et pour l'autre. En fait, sur Volkanovski, ce qui m'intéresserait, c'est que quoi qu'il arrive, s'il devient nouveau champion, il aura un nouveau challenge face à lui. Il va pas réaffronter quelqu'un qu'il a déjà affronté. Ce sera probablement Evloev le prochain. Ouais. Et Volkanovski contre Evloev, ça me plaît pas mal. Après, j'avoue que si on doit dire Evloev contre un nouveau champion, je préfère que ce soit la revanche en 5 rounds contre Diego Lopez. Voilà, mais ça, pour moi, Diego Lopez, c'est ça que je me suis dit, c'est que de toute façon, Lopez et Evloev, on va l'avoir à un moment donné, tu vois. On va l'avoir ce combat. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que sur le storytelling, je préfère un Volkanovski qui l'emporte. Sur le plan sportif, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Lopez et Evloev, on va dire, sur la suite. Et Volkanovski contre Evloev, ouais. Après, ici, il y a une rumeur comme quoi c'est Evloev contre Aaron Pico, que tu aimes bien, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah alors ça, ouais, il faudra qu'on en parle. Oui, c'est plus qu'une rumeur, hein. C'est plus qu'une rumeur. Ça, il faudra qu'on en parle. J'aime beaucoup Aaron Pico. Je suis un peu moins convaincu sur son arrivée à l'UFC directement contre un morceau comme Evloev. Par contre, je me pose réellement la question de... pourquoi Apex Non, et pourquoi Evloev se colle à nouveau un nouveau venu, entre guillemets, tu vois. Ah ouais. Je me dis, personne ne veut l'affronter, en fait, ce type, quoi. On a soit un cas, personne ne veut l'affronter, soit on a un cas comme Mokaev. Et ouais, je sais pas, l'UFC qui, pour une raison qui nous est inconnue, nous au public, mais qui aime pas spécialement Evloev et par conséquent on veut pas lui faire de cadeau. Tu te rappelles de cette histoire, hein, Mokaev qui était supposé combattre contre Cap en main card d'un pay-per-view, puis c'est passé en prelims, puis c'est passé en early prelims, et puis il s'est fait cut de l'UFC. Tu vois, il y a de temps en temps des trucs comme ça. Mokaev. Ah oui. Mm-hmm. Tu vois, c'est vraiment bizarre, hein. Il était vraiment prévu, je dis pas de bêtises, hein, je pense, en carte principale, puis tu voyais que ça descendait en prelims et puis en early prelims, alors que c'était un solide combat, quoi. Puis il gagne, et puis c'est à ce moment-là où il se fait cut, et c'est par la suite que tu apprends que voilà, il n'y a pas une bonne entente avec les matchmakers et ce genre de choses. Donc ici, je sais pas si c'est la même chose avec Evloev, mais c'est vrai que le cas Evloev est assez particulier, parce que sur l'aspect sportif, tu t'attends quand même à ce qu'il soit le contender maintenant. Et qui doivent pas passer par un nouveau newcomer. Alors oui, Aaron Pico, c'est un assez gros nom, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas Chandler qui débarque à l'UFC, quoi. C'est pas la même hype. Ouais. Alors je sais pas, faudrait que je regarde un petit peu ses derniers combats à Aaron Pico, parce qu'il est quand même sur une belle série, hein. Ouais. Il est quand même sur une grosse série. Il est arrivé beaucoup trop tôt dans le niveau où il était. Donc sa transition, il est à 0-0, il se tape contre un 8-2, tu vois. Attends, 0-0, 8-2, après il est à 0-1, il prend un 7-3. Il est à 1-1, il prend un 12-3. Il est à 2-1, il prend un 18-8. En fait, c'est n'importe quoi. Tu vois, ça, c'est le genre de truc, la FMMAF, elle aurait jamais accepté, tu vois. c'est vrai. Il est à 4-1, 16-3. Mais son combiné, c'est du jamais vu. C'est complètement abusé. Ouais, ça n'a aucun sens, quoi. Donc là, il est à 13-4, mais son combiné, enfin, le plus bas record qu'il a eu, c'est quoi? C'est 7-3 quand il était à 4-3. Le record le plus faible qu'il a affronté. C'est n'importe quoi, hein, c'est n'importe quoi. Donc c'est même pas être construit à la dure, c'est être construit à l'extrême, là. C'est à l'extrême dur. Donc voilà, il faudrait que je me regarde un petit peu ses combats. Je pense que il est sorti des radars parce qu'effectivement, il a eu des défaites où il devait pas réellement perdre, tu vois. Mais enfin voilà. Et puis il a été inactif aussi avec le rachat Bellator PFL récemment. On l'a plus beaucoup vu, si j'y pas de Oui, bêtises. c'est vrai. Ça joue aussi. Mm-hmm. Ok.
On passe au reste de la carte. Donc, on a déjà grillé le morceau. Les gens s'en doutent. Chaque pay-per-view, on a une analyse le jeudi qui sort pour unibet.fr. Donc, ici, on va l'enregistrer jeudi, mais je crois qu'on va sortir l'épisode vendredi. Bref, la carte principale sera analysée en long et en large sous l'angle des cotes de Paris. Alors, on va parler de la carte préliminaire, qui est, selon moi, une très, très, très solide carte préliminaire. Moi, de mon côté, à l'exception d'un seul combat, 1.5, on va dire, combat, qui en plus peuvent s'avérer très sympas. Chacun des combats m'intéresse, fortement d'ailleurs. Donc si ça te va, on passe rapidement en revue tous les combats de la carte prélim, et puis on dit un mot dessus et on clôture là-dessus. Donc évidemment, on commence avec l'ouverture avec la Française Nora Cornol, qui va chercher à garder son nombre à côté de son nom et potentiellement le transformer en chiffre. Elle est à 8-2 en carrière, 2-1 à l'UFC, et elle affronte Hailey Cowan qui a 7-3 en carrière, 5-2 au LFA, et qui est passée par le Contender Series. Et là, elle est à la recherche de sa première victoire à l'UFC dans ce deuxième combat sous la bannière de l'UFC. On est sur des expériences similaires. Il y a une approche assez similaire. Elles sont toutes les deux engagées dans leur combat. Elles ne veulent pas lâcher le morceau, dur au mal. On a vu quand même Hailey Cowan qui avait pas mal de difficultés dans son dernier combat au clinch. On sait que Nora Cornol est assez forte au clinch. Je suis évidemment allé voir par curiosité les cotes de Paris à l'international. On est sur un 60-40 pour Nora Cornol et ça me semble justifié. Donc voilà, un chouette combat, évidemment, pour nous, en tant que supporters du MMA français. Le fait qu'un pay-per-view commence par une combattante française, c'est plutôt cool. Ouais, très, très intéressé aussi par ce combat. Je pense que ça va être assez sympathique. J'ai hâte de voir un petit peu comment Nora va rebondir un petit peu de son dernier combat, tu vois. Et notamment sur certains petits défauts qu'il y a eu donc vraiment sur les ajustements qu'elle va mettre en place. Et donc, ouais, ça m'intéresse. Je trouve que le profil est bien pour ça. Ouais, tout à fait. C'est un bon profil pour se relancer. Comme on a dit, elle est favorite, mais à 60%, c'est pas énorme. Donc, elle doit le prendre au sérieux et c'est ça dont elle a besoin pour le moment. Deuxième combat, c'est Marco Tulio. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a battu Mathieu Leto au Contender Series. Il a éliminé Potieria dans ses débuts à l'UFC. Donc, il a finalisé Mathieu puis Potieria. Il a le nez pour le finish et il est face à Treason Gore qui est généralement dans des combats assez engagés. On pense évidemment à Gore contre Battle. C'était assez sympa à regarder. Donc, ici, je m'attends à quelque chose où ça se rentre dedans et ça ne voit pas la fin du combat, quoi. Je pense aussi, c'est vrai que c'est un bon cogneur. Ouais, je pense aussi que ça va envoyer, ouais. Ouais, et puis Treason Gore, il est qu'à 5-2 dans sa carrière, plus les combats au The Ultimate Fighter. Mais j'ai vu une interview de lui qui m'a fait un peu sourire, tu vois, où il dit il a perdu contre Brundage par KO. Et il dit j'ai tellement mal combattu que je méritais de me faire remettre KO, tu vois. Et je trouve ça marrant d'entendre un combattant dire ça. Donc, il y a peut-être un peu de réalisme chez lui et ça va être intéressant de voir comment il revient dans la cage. Le combat d'après, c'est un qui m'intéresse peut-être un tout petit peu moins. Mais voilà, on va chez les flyweight. Honnêtement, récemment, dans cette division, on n'a que des chouettes combats. Sumu Darji, qui a l'un des combats les plus spectaculaires à l'UFC contre Matt Schnell. Ici, il sera dans une opposition de style contre Mitch Raposo. Et peut-être que l'intrigue du combat ou l'intérêt du combat, c'est que les deux jouent leur place à l'UFC. Ils sont tous les deux sur des séries Enfin, Raposo, il est à 0-2 à l'UFC. Sumu Darji, je pense qu'il est sur 3 défaites consécutives là. Donc c'est le genre de combat où voilà, on appelle en anglais loser leave town. C'est le perdant saute de l'UFC. Donc ils vont tous les deux un peu avoir faim dans ce combat. Et le combat suivant, c'est celui qui m'intéresse pas. Cédric Dumas, que j'aime pas du tout. Il est contre Oussard, qui se limite à être un combattant kill or be killed. Alors ça peut être divertissant, hein, vraiment. Ça devrait être divertissant. Ça va se rentrer dedans, mais j'ai aucun intérêt dans ce combat. Par contre, le prochain est vraiment intriguant. Il y a celui qui gagne quand il doit perdre et qui perd quand il doit gagner, Julian Erosa, on en a déjà souvent parlé de lui, et il est opposé à Monsieur Comeback, The Damage, Darren Elkins. Là, ce combat, il est fun. C'est un combat fun, c'est garanti à 100%, il y aura de l'action. Je ne sais pas comment tu pourrais lire ce combat. Je crois que ça sert même à rien d'essayer de s'imaginer à quoi ça va ressembler. Ça va juste partir dans tous les sens.
Ah bah, je pense on va avoir exactement le même truc. Donc, on va avoir un Julian Erosa qui va balancer des trucs et ça va voler, et ça va être assez chouette. Et puis, sûrement un Darrell Elkins qui va être tout ouvert partout, tu vois, et qui va survivre et qui va l'emporter dans un bain de sang en prenant le 2 et 3, tu vois. Ouais, c'est ça. Il va défendre avec sa tête le premier round pour vraiment être mal. Ouais, voilà. Et ça lui permettra d'être dans son élément, quoi. Ouais. Bah, moi, j'aime beaucoup hein, les deux combattants, non pas pour en tant que exemple à suivre en Voilà, soi, tu exactement. vois. C'est pas des combats. J'aime beaucoup bah, déjà les personnages. Hein. Darrell Elkins, c'est un gars qui est là. Ça va être son 41e combat. C'est Voilà. incroyable, il est là depuis tellement longtemps. Impressionnant. Et puis, pas forcément. Alors, je pense que c'est un peu la définition du gars qui est pas très talentueux, mais qui a un cœur. Enfin voilà, son talent, c'est d'avoir un cœur et un mental à toute épreuve. Il va jamais rien lâcher, il va continuer. Donc c'est toujours. Enfin voilà, ça reste quand même un bel exemple sur le plan sportif, mais pas sur le plan trop technique. Et puis bah, Julien Erosa, moi je le suis depuis pas mal de temps. Je sais plus, il a fait 2 fois les Ultimate Fighter ou une seule fois? Il a fait The Ultimate Fighter, il est passé au Cage Warriors pour affronter Paddy Pimblett. Ah oui, c'est vrai. Un Ah, tu te combat rappelles de ça? ouais, il avait Ouais. gagné, mais il a Ouais. perdu. Mais il avait gagné. C'est ça. Ouais, Julien Erosa, Euh, super ouais. généreux. Techniquement, c'est sympa, hein. Franchement, Ouais, il teste franchement, des ouais. trucs. Mais alors, franchement, il a Il n'y a pas une de direction de malch... victoire, en fait, c'est ça le truc. Ah, Il est compétent, il est généreux, c'est propre ce qu'il fait, c'est esthétique, mais et il n'y a puis pas de des fois, direction de victoire. ouais, et il est malchanceux des fois quand même. Hein. Ouais, aussi. Des fois, t'es là, tu fais, oh, mon pauvre. Enfin voilà, ça reste de gars très chouettes, très généreux, et je regardais, clairement. 16 ans d'écart dans le prochain combat. Jim fucking Miller, 41 ans, est toujours là contre Chase Hooper qui a 25 ans et qui propose une énorme progression. Récemment, franchement, Ouais, je crois que si on fait pas ça aux Fight Minds Awards, les plus grosses progressions. En tout cas, si on le faisait, clairement, Chase Hooper mériterait d'être au moins nominé parce que il est arrivé à l'UFC un peu jeune, aucune maturité Mhm. physique, un peu trop généreux, et puis ça s'est retourné contre lui aussi. Et puis là, tu sens que, un peu à l'image des Charles Oliveira, Dustin Poirier, Max Holloway, même principe, ils arrivent à l'UFC, pas de maturité physique, pas de maturité de combat, un peu généreux, et puis là, ils montrent une progression qui peut se dire, enfin voilà, qui peut nous faire dire, ok, ce gars a le potentiel d'avoir un peu ce même parcours que les trois que j'ai cités. Un début de Ouais. carrière où ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd, et puis une ascension vers le top et potentiellement une ceinture d'ici 3-4 ans. Donc très chouette combat, hein. J'aime bien ce côté voilà, ultra vétéran contre le jeune qui doit prendre en expérience, justement. Ça va être sympa. Si ça va au sol, ça peut être que chouette aussi. Ah ouais. Ah non, clairement. Hein. Clairement, ça va être un bon combat. Je pense que si ça va au sol, par contre, je pense pas que Jim Miller aura les compétences de défendre le grappling créatif de Chase Hooper, par contre. Je pense que... Attends, parce que maintenant que tu dis ça, est-ce que, parce qu'on vient de parler de Charles Oliveira, est-ce que Jim Miller n'a pas soumis Charles Oliveira avec une clé de Mais genou? non, pour de vrai. C'est l'inverse. Attends. Je pense qu'ils sont affrontés 2 fois. Là, on fait travailler ma mémoire de dingue. Je pense que Jim Miller Il a ils sont perdu à par 1-1. étranglement arrière. Et Il a perdu par étranglement arrière et il a gagné par clé de genou en 2010. sérieux? Ouais, Jim Ah Miller bah. a mis une clé de genou à Charles Oliveira. Ça vient de me tilter quand tu parlais Ouais, de mais ça. en Je me dis, 2010, c'est quoi? Il y a eu cette surprise, justement, le Charles Oliveira, ultra bon grappleur, tout jeune et tout, et puis il se il fait avait surprendre par une 26 clé ans. de genou. Il avait 26 ans à l'époque. Ouais, mais c'est ça, c'est quand il y a Jim 15 Miller ans. avait 26 ans Jimmy- aussi. Là, maintenant, je pense pas. Je pense pas, personnellement. Mais moi, ça va m'intéresser. Je pense que Jim Miller, si il doit vraiment rester. Enfin, il va avoir un minimum d'intelligence à avoir sur le combat. Est-ce qu'il va faire preuve de maturité? Ça, j'en suis un peu moins sûr. Ouais. Mais il a des vrais chemins de victoire. Par contre, s'il fait pas preuve de maturité et qu'il commence à vouloir lutter, mettre au sol, le faire à l'ancienne comme en 2010, tu vois, je pense que ça va mal se passer. Je suis assez d'accord. C'est presque à lui à faire preuve de plus de stratégie. Ah oui, 100%. Ouais. Ah ouais. Alors, je sais que le MMA féminin intéresse moins en général, mais on a le combat pour la prochaine challengeuse à Weili Zhang, celle qui a fait du bon taf contre elle. Yann est face à la seule du top 5 que Zhang n'a pas encore affrontée, Jeanne Diroba, qui est sur une série de 4 victoires. Donc ici, on est vraiment sur le très haut niveau de la division, Deathrow 8, et
bah voilà, on a vu que Yann, c'était potentiellement celle qui a fait le plus de mal à Zhang. C'était à l'UFC 300, hein. Mhm. Ah, l'UFC 300. Et Jeanne Diroba, bah, elle a un profil assez intéressant. Donc voilà, toujours. Je suis quand même intéressé de voir qui sera la prochaine pour Zhang, parce que les combats de Zhang, on peut juste pas les manquer. Donc je suis content qu'il y ait ce combat sur cette carte. Ouais, pareil. C'est un bon combat. Je regarde pas forcément beaucoup les combats féminins, mais c'est deux combattantes que j'ai suivis en tout cas. Donc ça m'intéresse aussi. Et alors, après la différence d'âge entre Miller et Hooper, on a la différence de taille entre Ige et Woodson. 19 cm d'écart entre les deux. Les femmes vous le confirmeront, c'est beaucoup. Blague à part, combat vraiment stylé dans le bas du top 15 des 65 kilos. T'es en 2025, hein, c'est plus les femmes, c'est les femmes, les hommes te le confirment. Ah ouais, oui. Je te jure, j'ai hésité. Non, allez, je rigole. Écoute, ce combat-là. Bon, franchement, ce combat-là, il va être bien. Danny Gay, franchement, l'UFC, elle est pas très respectueuse, quoi. Par contre. Bah, il a toujours des combats difficiles. Oh, Toujours. Franchement, c'est. Son manager, c'est une intelligence artificielle qui est configurée pour dire oui. Il a un agent 1-0, IA. c'est 1-1. Ah ouais, non, c'est quelque chose, ouais. Ouais, et puis, ouais, Woodson, je connais plus sa carrière par cœur, mais 13, il faut le tenir à l'œil. Hein. Il faut le tenir à l'œil. 32 ans. Ah bah, tu sais quoi, ce qu'il a perdu? Bah oui, contre Julian Erosa, ça je sais, ouais. Ah, c'est sa dernière défaite. Ah ouais. Il était 1, 2, lourd favori. Il était à moins 500. Donc Julian Erosa était ultra underdog et il a réussi à lui placer une darse. Incroyable. Il est quand même à 7-1-1 à l'UFC. Ah ouais. Donc contre Danny Gay, il est légèrement favori. Ouais. Voilà, hein, ça reste quand même que Danny Gay, c'est un gars bien sérieux qui est dans le top 15, encore dans le top 15, c'est ça? Je pense qu'il est 13. 13. Voilà, il flirte avec le top 10 depuis pas mal de temps. Il y a une raison pour ça. Il est 15, autant pour moi, il est 15. Mais avant, il était un peu plus haut, on est d'accord. Hein. Ah oui, je me demande si à un moment, il n'était pas dans le top 10. Ouais, je pense aussi. Donc, c'est un bon gros test. Après, voilà, je pense que Sean Woodson soit favori. Je pense qu'il y a une raison. Ouais. Et je pense que ça va être un très beau combat. Donc, si vous aimez bien les oppositions de style sur l'aspect allonge, moi, c'est une question qui revient souvent. Comment boxer quand on est grand et tout, Sean Woodson va vous le montrer. Ça, c'est sûr. Mais voilà, si vous êtes petit, regardez aussi Danny Gay, parce que il pourrait y avoir aussi un KO de l'espace, tu vois. Ouais. Un peu à la Mark Hunt contre Stefan Struve. Exactement. Alors, et Roy Nelson contre Stefan Struve. En fait, Stefan Struve, il s'est pris des KO contre tous les petits de la division. Ouais, mais Stefan Struve, faut pas. C'est pas l'exemple à suivre quand t'es grand et que t'as Non, quand t'es grand, non. Mais en tout cas, ça, c'est un combat qui m'intéresse grandement. Sean Woodson, moi, j'aime vraiment bien. Il a vraiment un physique qui est vraiment très atypique. Il mesure combien, là, celui qui est surnommé de sniper? 1m89. Avec 1m98 d'allonge, quand même. Chez les featherweights. C'est ça qui est fou. Quasi 2 mètres d'allonge en 66 kilos, c'est la folie. Hein. Ouais. Ça va être voilà, hein, vraiment très chouette carte préliminaire. Évidemment, c'est un pay-per-view, donc la carte principale est très chouette aussi. On a déjà analysé la semaine passée le co-main event. On vient d'analyser le main event. Jeudi, on fera une petite analyse aussi des 3 combats manquants et on vous donnera notre avis par rapport au Code de Paris. Brian, comme d'habitude, un tout grand merci. Merci à tous. On pense à s'abonner, à mettre un petit commentaire pour donner de la force. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.